merci à vous Sylvie pour ce à nouveau merci à Alba Film d'avoir permis cette belle rencontre. Oui, merci. Je pense qu'il fallait, comme d'habitude, le temps du générique pour retrouver ses esprits, pour être apaisé. Merci Marie. Je vais profiter d'avoir le bâton de parole pour toujours poser la première question qui est souvent la plus difficile, qui fait la transition avec ma dernière question de la présentation. Toujours sur le choix du casting, justement maintenant que les spectateurs ont vu le film, Céline Salette, les autres actrices, Camille Lelouch, etc. Donc, quand est-ce qu'elles sont venues? Comment s'est passé surtout le tournage avec eux, le travail avec le tournage avec elles? Oui. Évidemment, donc, ce que je disais tout à l'heure, le plus important, c'était le personnage principal, parce que pour moi, dans mon esprit, c'était une construction autour d'elle. Et donc Céline est arrivée assez tard sur le projet. Pardon, il m'a dit le milieu. Elle est arrivée assez tard sur le projet, mais bon, tard, mais elle a tout de suite dit oui. Enfin, je pense que, en fait, c'est drôle, je me suis fait la réflexion que on passe beaucoup de temps à essayer de convaincre des gens quand on écrit des films, et finalement, ceux qui disent oui le disent assez vite. Donc c'est des coups de cœur. Donc avec Céline, ça a été comme ça. Et puis les autres comédiennes aussi. Et parce que c'était toutes des comédiennes que j'apprécie et que j'avais envie de voir. Je les ai rencontrées un petit peu avant. Et puis franchement, c'était assez instinctif pour toutes ces personnes-là. Julie, par exemple, je l'avais entendu dire dans une interview que on lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose, un rôle que vous aimeriez faire? Elle a dit, oui, j'aimerais bien faire un film social, mais même si je n'ai pas un rôle gentil. Alors, allô, Julie, quelque chose pour vous. Voilà. Et puis après, sur le tournage, ça s'est très bien passé. Enfin, aussi bien que je n'ai pas tellement d'éléments de comparaison, donc je peux juste vous dire que de mon point de vue, ça s'est bien passé. C'était un peu à Paris, parce que la première scène qu'on a tournée avec tout le monde, enfin, en fait j'ai eu 10 jours avec Thomas et Céline d'abord, ce qui était pour moi bien, c'est une entrée en matière un peu douce, peu de comédiens, et la deuxième session qui était après Noël, parce qu'on a tourné en janvier l'année dernière, en décembre puis en janvier l'année dernière, et en fait c'était la première scène, c'est celle où elle nettoie les toilettes, qui est la scène où elle parle du couscous là. Et en fait, je leur ai, enfin voilà, on les a fait arriver en janvier dans une sorte de zone industrielle, dans les toilettes où il n'y avait pas de chauffage. Je leur donnais un balai et voilà, une serpillière. Et donc c'était ça fonctionnait, ça fonctionnait pas. Et puis c'était tout de suite assez homogène. Elles se sont bien amusées, elles étaient toutes contentes. Donc après, c'était parti. Et justement, sur ces deux travails qui sont des lieux industriels, ouais. Pétrochimie, etc., est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières à pouvoir y accéder, ou est-ce qu'à l'inverse, ça a été facile? Non, alors ce qui est drôle, c'est que pendant les repérages, parce que déjà les gens me disaient, ah, t'as de la chance, t'es à Marseille. Je dis, oui, enfin, je ne suis que dans des toilettes des HLM, il ne faut pas non plus les fantasmer. Et puis surtout, on ne montrait que des toilettes hyper propres. C'est-à-dire que les usines, à chaque fois qu'on allait les voir, ils nous disaient, ah, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Ils nous disaient en trans un truc, c'était très beau, mais je lui dis, non, vous n'avez pas plus sale. Alors, j'ai fait déprimer, je leur demande un truc. Mais en fait, les toilettes dans lesquelles on a tourné existent vraiment. C'est des toilettes d'usine. On a tourné dans des usines désaffectées une grande partie du tournage. Moi, je trouve des décors incroyables, notamment une usine Nestlé là, qui est du côté de Marseille, qui ne s'est pas arrêtée il y a très longtemps, il y a deux ans seulement. Donc c'était très émouvant parce qu'on traversait des endroits, il y avait des chaînes. Le matériel, vous le savez, dans les usines qui ferment, il ne s'en va pas tout de suite. Donc il y a encore toutes les traces récentes de la présence des ouvriers. Mais voilà, c'était ce que je voulais tout de suite, qu'il y ait au moins une ou deux scènes dans le film avec ce qu'il y a réellement dans les usines et pas les toilettes modèles qu'elles nettoient aussi. Enfin, un peu les... Est-ce qu'au départ, votre première idée, c'était un film sur l'illettrisme, puis est venu le monde des femmes de ménage, ou est-ce que c'était l'inverse, ou l'ensemble? Je dirais que ça a toujours été, depuis le début, un film sur une femme qui est femme de ménage et qui cache son illetrisme et qui a un fils. Ça, c'était ça. Donc, depuis le début de mon écriture, ça a toujours été ça. Et leur histoire d'amour entre le fils et la mère, ça a toujours été le fil qui relie tout ça. Et après, voilà, je me suis... plus j'ai avancé dans l'écriture, plus j'ai eu envie aussi d'un film un peu plus collectif et peut-être un peu plus ancré dans
une réalité politique et sociale qui m'intéresse moi. Parce que le problème des femmes de ménage, c'est qu'elles sont isolées. Alors si en plus je décris une personne qui travaille de manière encore plus isolée, là j'étais vraiment dans un cas d'école au niveau de l'écriture. Donc je l'ai plus ancré dans ce qui est notre quotidien aujourd'hui, enfin le monde dans lequel on vit, et avec des collègues. Et voilà. Avez-vous des questions? Oui, alors j'arrive. Parlez près du micro, s'il vous plaît. Moi, j'ai un petit peu de mal par rapport à justement au côté réaliste de la chose, car j'ai trouvé étonnant qu'elle ne sache pas lire et écrire en 2022, vu qu'elle habite Marseille, il y a des cours d'alphabétisation et on a besoin quand même de savoir lire. Même si on n'a pas de livre chez soi pour s'orienter dans la ville, j'ai eu vraiment du mal à accrocher à ça. Hein. Il y a 7% de manière identifiée, 7% de la population française est illettrée. 10%. Alors, c'est des chiffres que voilà, je vous donne des chiffres, mais je pense qu'on est en dessous, même quand on dit 7 ou 10, de la réalité, puisqu'il y a quand même plein de gens qui le masquent. Ça revêt pas mal de degrés d'illettrisme. C'est pas, elle d'ailleurs, elle arrive à écrire et puis sans doute à lire. Après, je voulais pas rentrer non plus dans. C'était pas mon objectif de faire de rentrer un peu plus dans le détail, de la placer tout le temps en permanence que dans des situations, parce que je trouve qu'une personne ne se résume pas à ça. Pour moi, l'enjeu du film, il était de montrer quelqu'un qui rencontrait en plus des autres une difficulté supplémentaire. On va parler de handicap, même si je trouve que c'est pas une maladie, ni même, mais peu importe, quel que soit le handicap qu'on porte, et qui le masque. Oui, pour en venir à l'illettrisme, contrairement à ce que vous pensez, c'est une vraie réalité énorme, qui est difficilement explicable. Alors, et par ailleurs, vous voyez, quand on a tourné, c'est drôle parce que, en fait, quand on tourne un film, le chef décorateur précède l'équipe, c'est-à-dire qu'il prépare les décors. Donc, en général, évidemment, c'est des choses que j'ai vues avec lui, discuter avec lui, visiter tous les. Mais il vit, donc on a tourné dans un HLM, et lui, il était là tous les jours avant le tournage, donc il connaissait les voisins, les voisines, et parfois il allait les voir pour des questions de. Et il raconte le film, il dit ça parle de ça. Et il a eu plusieurs fois, à chaque fois il me le disait, parce que c'est en plus un chef décorateur avec lequel j'ai déjà travaillé, on est amis, et il m'a dit, mais tu sais, alors le pêcheur qui nous a prêté un bateau lui a dit, mais dans la pêche, il y a plein de pêcheurs qui savent pas lire et écrire, et ils font ce métier parce que justement, entre guillemets, on les embête pas avec ça, quoi. Enfin, ils sont leurs propres patrons. Et au moins 2 de nos voisines sur le même palier, quand il a raconté l'histoire, ils ont dit au chef, c'est exactement ce que je vis. Donc, c'est une réalité. D'autre part, l'actrice a bien évidemment. Il y a une souffrance morale, justement, c'est un véritable handicap, parce qu'elle exprime très bien une souffrance morale dans la situation qui, au fur et à mesure, il y a une montée de la souffrance, on va dire, psychologique par rapport à ce qu'on lui demande, etc. Et moi, j'ai même pensé à un moment donné qu'elle choisissait des produits d'hygiène pour vraiment mettre fin à ses jours. Il y a eu un moment où c'était un petit peu tendancieux. Bon, voilà. Merci. Avez-vous d'autres commentaires, réactions? Suzanne. Mais est-ce que c'est elle Attendez, parce que là, on vous entend plus. Moi, je voudrais intervenir sur le côté que j'ai beaucoup aimé, le collectif. Le choix que vous avez fait de sortir du cas individuel, de l'illettrisme, difficulté d'une famille, d'une femme. Mais le côté collectif de ces 4 salariés du ménage qui finalement, où elle arrive quand même malgré tout à être déléguée, déléguée malgré toutes les contradictions, ça peut. Et est-ce que vous le reliez, vous avez été influencé ou vous le reliez au lieu parce qu'il y a des femmes de ménage qui ne sont pas syndiquées, qui
Particulièrement, je pense à la dernière lutte dans l'hôtel Ibis, avec 2 femmes qui ont tenu des mois, enfin c'est hallucinant quoi, qui dans le ménage et qui faisaient grève des mois entiers, qui ont quand même eu voilà, en 96, qui ont eu même beaucoup plus récent Ibis, et qui ont eu des soutiens même syndicaux et qui ont gagné, voilà, et qui avaient gagné. Donc est-ce que alors, oui, ça a pu jouer ou voilà. Alors déjà, c'est très bien d'avoir. C'est vrai que il y a des choses récentes aussi qui se sont passées. Souvent, les gens questionnent là-dessus, même sur les films qui sont sortis récemment. Ce qu'il faut voir, c'est que comme je disais tout à l'heure, moi je travaille sur le film depuis 2015, enfin sur ce projet. C'est tellement long le temps sur lequel on travaille sur un film qu'il se passe des choses au milieu. Alors des fois, on se dit ah tiens c'est fou, ça rejoint ce que je suis en train d'écrire ou pas. Enfin, je me souviens avoir entendu chez moi, j'étais en train de me préparer pour aller travailler, l'interview quand Macron avait dit à propos des ouvrières de GAD qui avaient été licenciées que certaines ne retrouveraient pas facilement du travail parce qu'elles étaient illettrées, et ça avait fait un tollé à l'époque en disant mais non, on n'est pas tous illettrés. Bon. Et moi en fait, chez moi, ça résonnait plutôt comme de dire ah tiens, c'est une insulte, enfin, c'est perçu comme une insulte, c'est-à-dire ça veut dire que t'es bête quoi. Et moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était comment on se déprécie, d'où j'allais dire aussi le titre du film que m'avait proposé le distributeur, et que après, bon, en fait, vous imaginez bien qu'on fait des listes de titres à n'en plus finir, et c'est vrai que ce choix, cette proposition distributeur, moi, j'ai trouvé aussi assez pertinente parce que je trouve que ça montre ce que moi j'aimerais, comment j'aimerais mettre en lumière ces femmes-là et dire qu'il faut dire vous êtes brillantes, pas oser. D'ailleurs, j'en parlais hier, après coup, je me suis rendu compte que dans le film, c'est sans doute une réalité du travail, il n'y a personne qui leur dit qu'elles font bien leur boulot. C'est juste dingue quoi. C'est-à-dire que si elles ne disent pas j'aime mon travail, personne ne leur dit. Il y a une absence de retour de l'extérieur. Donc voilà, pour répondre à la question, oui, il y a l'idée je fais dire à des personnages, on n'est même pas syndiqué. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de métiers où les gens se sentent isolés, ne sont pas recrutés, on va dire. Voilà, et puis je pense que se syndiquer, c'est un acte volontaire que beaucoup de gens ne font pas. Et c'est compliqué, du coup, encore plus compliqué. C'est un facteur aggravant de l'isolement. C'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est un facteur aggravant. Je dis pas qu'il faut, je ne donne pas de leçon, je dis pas qu'il faut syndiquer, mais je pense que dans leur cas, c'est vrai que en plus, personne vient les chercher parce que finalement, même, je ne suis pas sûre que les syndicats vont chercher ce genre de personnes parce qu'elles sont trop isolées. Moi, je veux intervenir. Je trouve que c'est un grand film, puissant. Parce que vous avez su mêler une histoire de cette femme avec des problèmes sociaux. Et je pense que la clé du film, c'est quand elle sauve son ami qui va être l'essentiel. C'est ce moment. Parce qu'elle fait cet acte-là pour la sauver. Et bien sûr, la chef se rend compte qu'elle ne l'est pas. Et après, tout se déroule. Parce que c'est une histoire d'amitié entre ces femmes. Bien sûr, il y a derrière le caractère social terrible, le travail dur. Personnellement, j'ai travaillé dans une administration, j'arrivais dans mon bureau en avance. Et je disais toujours aux dames qui faisaient le ménage dans le bureau, je leur disais, c'est bien ce que vous faites. C'est vrai qu'on les croise quand on travaille. Oui, le matin, oui, le matin, le soir. Ouais. Vous avez fait un film puissant. Et c'est une histoire d'amour. Bien sûr, entre elle et son fils, mais aussi entre ces 4 femmes. Tu veux prendre la parole? Oui, pardon. Alors, par ordre de main levée, je vous oublie pas. En haut, là, allez, parlez près du micro, c'est la seule contrainte, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Pour dire que j'ai beaucoup apprécié votre film, mais pour répondre à la dame qui trouve un petit peu exagéré votre sujet, notre fille est orthophoniste
Et il y a 3 ou 4 ans, elle a eu dans son cabinet une dame qui avait dans les 55 ans, qui était illettrée, et elle lui racontait tous les détournements, toutes les astuces que ces personnes trouvent dans la vraie vie pour effacer ce défaut, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Et madame, c'était la vraie vie, ça, c'était pas du cinéma. Donc ça existe, croyez-le. Oui, puis il y a d'autres. Ça me fait penser à quelque chose dans une projection que j'ai faite. Il y a quelqu'un qui est venu me voir après pour me dire, assez discrètement, ça m'a beaucoup touché aussi, pour me dire, alors moi ça m'a touché aussi parce qu'en fait, je suis sourde mais je le cache. Et voilà, c'est pour ça que ça renvoie à d'autres choses qui ne sont pas que l'illettrisme, hein, qui sont toutes ces petites choses qu'on masque pour ne pas. Pour avoir, essayer d'être tranquille, parce que finalement, ça veut dire qu'il y a une forme de peur. Ça veut dire qu'on a peur, en fait, des patrons, des autres aussi, du groupe, hein, qui n'est pas toujours bienveillant. Donc ça parle aussi de la bienveillance, d'une certaine manière, de voir comment, finalement, moi c'est la voie que j'ai choisie, c'est de montrer que le jour où elle en parle, bon, ça secoue un peu tout, c'est sûr. Hein, je ne donne pas la solution, je ne sais pas comment. Je pense qu'après elle va forcément galérer un petit peu, mais ça secoue, ça bouge les choses autour d'elle. Mais moi j'ai l'impression que c'est la seule solution, quoi. Il faut dire non, il faut arrêter une situation qui n'est pas supportable, il faut l'arrêter, quoi. Et ensuite, j'ai notre. Alors, vous dites que le film, vous l'avez commencé il y a 7 ans environ. À l'époque, il n'y avait pas les gilets jaunes. Et là, vous les avez effleurés un petit peu. Oui. C'est venu en cours d'écriture. Voilà, c'est vrai, quand on écrit, l'avantage d'écrire sur la durée, c'est qu'on arrive, on mûrit les choses, qu'on se laisse forcément influencer par ce qu'on voit. Mais comme je pense beaucoup de gens qui ont envie de faire du cinéma, on regarde tout ce qui nous entoure, on s'alimente de tout ça. Et c'est vrai que la question des gilets jaunes, me questionne moi aussi en tant que personne. C'est-à-dire, est-ce que pas tant, enfin, évidemment leur revendication, mais surtout le fait est-ce que je vais rejoindre les gens, est-ce que je sors de mon côté spectateur de la chose pour être avec, c'est un peu ce que j'ai mis en scène en fait dans le film. Parce qu'elle passe, elle est dans un bus, à un moment donné, elle les voit dehors, c'est comme un appel à, bah alors, vas-y, lève-toi, bouge-toi. Et en fait, elle reste dans sa bulle. C'est un peu moi, c'est un peu nous, enfin peut-être que pas tous, qu'il y a des gens qui osent sortir de leur cadre pour se battre, mais quelque part je trouve ça bien, enfin je trouve ça assez admirable parce que moi je suis pas toujours capable de le faire, donc je voulais marquer ça. Effectivement, l'actualité m'a rattrapée. Enfin en ce moment, c'est pas très difficile d'être rattrapé par ce type d'actualité, hein, franchement, là il y a de quoi faire. Alors, première chose, merci pour ce film-là. Je trouve que c'est un film qui est, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, très puissant, très fort. Et je crois qu'il y a plusieurs éléments qui, pour moi, en font un très, très beau film. C'est que vous avez croisé, finalement, plusieurs problématiques à travers ce personnage magnifique, qui est magnifiquement incarné par Céline Sallette. Donc, cette question, évidemment, qu'elle cache, enfin, qui est son propre mensonge, qui est l'illettrisme. Mais finalement, cet illettrisme, il est l'un de ses visages, mais son visage rejoint les autres visages, c'est-à-dire ces femmes qui n'ont pas de visage, c'est-à-dire qui sont invisibilisées et qui, d'une certaine manière, ne vont trouver leur force que dans le lien. Et il est dit, dire qu'elles ne sont pas syndiquées. Donc ça veut dire qu'il y a une conscience politique, mais cette conscience politique, elle se construit à travers, vous avez parlé d'amitié, bon, je dirais de sororité, quoi. Il y a aussi cette force d'une sororité qui fait que elles vont aller, et elle va aller, enfin, le personnage de Céline Sallette va aller finalement jusqu'au bout de la parole.
puisque ce qui était aussi invisibilisé, ce qui est invisibilisé, c'est à la fois leur être là, quoi, leur façon d'être là, et en même temps leur possibilité de dire. C'est ça. Et voilà, et je trouve que ce que vous avez fait, c'est magnifique. J'aurais dû vous enregistrer parce que c'est le bon résumé de ce que je cherche à faire, mais c'est vrai que la parole. Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais ce que comment on appelle ça, ce qui l'accroche, qui sera au-dessus de l'affiche. Ah, je vous le dis, tiens. Parce qu'en fait, le temps de sortie des éléments, et en fait, donc il y a le titre, et l'idée c'est qu'est-ce qu'on met comme petite phrase en plus. Et là, j'ai proposé quelque chose que le distributeur finalement a retenu, qui est parfois un mot suffit. Et c'est vrai que alors après, c'est bien parce que ça a posé question à plein de gens, mais c'est quoi ce mot? Alors, soit c'est brillante, hein, de dire à quelqu'un tu es brillante, ça fait du bien, ça porte les gens, mais c'est aussi non. En tout cas, il faut le mot, quoi, il faut le sortir, il faut arriver à le sortir. Et ce que je voulais quand même, au final montrer, c'était la difficulté qu'on a à parler. Souvent, on montre. Enfin, moi, évidemment, je regarde beaucoup de films sur des sujets de ce type. Enfin, j'aime ça. Mais je me dis que très souvent, moi, ce que j'aime bien, par exemple, dans le cinéma de Ken Loach, c'est que c'est souvent des petites gens, et puis j'aime bien leur humour. Ils sont pas nés pour se battre, quoi. On leur colle pas une étiquette de héros dès le départ quand ils naissent, parce qu'on est ouvrier qu'on est tout de suite prêt à monter sur les barricades. Et moi, je voulais montrer justement des femmes qui étaient très très loin de ça, qui pensent peut-être qu'on pense ne pas avoir de conscience politique, mais en fait, elle est pas très loin, là. Elle est juste là. Et ce qui la révèle, effectivement, c'est plutôt l'émotionnel. Elles réagissent de manière instinctive et affective, et voilà. C'était mon fil conducteur, l'émotion. Peut-être qu'on aurait pu aussi écrire mot MAX, ça aurait amené vers d'autres problématiques. Tout à fait. Alors là, j'aurais encore plus de questions. Alors, en parlant de questions, monsieur. Oui, bonjour. Moi j'ai beaucoup apprécié, et c'est quelque chose qui est dur à réaliser, c'est qu'à la fin, donc c'est une femme qui a des difficultés, autour d'elle, il y a des gens qui l'aident, qui veulent l'aider, qui font corps avec elle, et au final, elle envoie balader tout ça. Et là, c'est peut-être plus une leçon pour les gens qui aident, même l'homme qui l'approche, qui semble très bienveillant. Ben non, elle ne va pas vers lui. Pourquoi? Je pense, c'est parce que si elle va vers lui, elle va être encore protégée. Exactement. Et au bout d'un moment, elle ne veut plus. Et c'est les gens qui protègent, parfois, étouffent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours, qu'il faut un peu laisser aux gens la chance de dire qui ils sont, de les laisser libres. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un message très important. C'est vrai que c'était important. Souvent, j'ai eu des réactions sur mais pourquoi Bruno, elle part pas avec Bruno, j'ai interprété par Bruno Salomon, qui je trouve le fait avec beaucoup de tact. Mais c'est exactement pour la raison que vous avez évoquée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un moment dans le film, notamment là, quand elle l'envoie balader dans le bar et tout ça, où je pense que même si elle ne se le formule pas, souvent dans la vie c'est comme ça, elle sait intuitivement que le problème à résoudre, il faut qu'elle le résolve seule. Et que tant qu'elle n'aura pas fait ce truc-là toute seule, eh ben, elle s'en sortira pas, quoi. Il y a une dame qui est... Avec le micro, c'est tellement mieux, surtout pour les gens. Ce que je voulais dire, je suis quand même un peu fleur-bleue, donc pour le moment, elle ne part pas avec lui parce qu'elle a besoin de dire non, mais rien n'empêche. Non, rien n'empêche. Mais je pense que Bruno, il fait un effet à tout le monde parce que combien de fois on me dit ça, mais quand même, il est tellement gentil. Mais je voulais aussi une figure d'homme qui soit bienveillante pour montrer que ça existe. Hein, c'est aussi un message, hein, c'est pas que voilà.
Et effectivement, elle a un côté. Enfin, voilà, je pense, moi j'imagine aussi qu'il lui laisse la possibilité de le rejoindre quand elle voudra. Et elle pourra décider. Juste une impression, excusez-moi. J'ai adoré le film et je crois que la partie que je préfère, c'est quand elle hurle à la fin. Ah oui. Voilà, ça, c'est très libérateur. Elle a réglé son mensonge et elle va peut-être vivre en elle-même. Heureusement qu'on aperçoit les Gilets jaunes en tant que mouvement fédérateur ouvrier, parce que le moment où elle traverse cette usine bourrée d'hommes pour aller nettoyer les chiottes hyper dégueulasses, où on sent qu'il y a malveillance dans le monde ouvrier, quoi, un peu caricatural peut-être. Donc heureusement qu'il y a quand même ce filigrane des Gilets jaunes où il y a les classes des travailleurs qui se retrouvent, quoi. Qui est présent d'ailleurs en son aussi, hein, ça revient pas mal. Bon, je l'ai pas inventé, hein, je l'ai puisé dans les radios de Martigues qui rendait compte de ce qui se passait autour des Gilets jaunes, et justement de cette petite voix dans sa tête qui lui parle d'engagement tout le temps, qui parle d'autres gens. Après, la traversée de l'usine, oui, c'est aussi une façon de montrer les rapports sexuels qu'il peut y avoir dans le travail. Bon, ça reste au niveau de l'humour. Ce qui m'intéressait en fait surtout, c'était de voir dans cette scène, parce que j'ai essayé, alors je ne sais pas si j'y suis parvenue, mais de ne pas faire dire aux gens des choses d'essayer de faire ressentir aux gens des choses plutôt que de les faire dire par les personnages. Et je trouve que dans cette scène, on voit bien la différence de réaction entre Camille, enfin le personnage qui est joué par Camille, Adèle, qui elle, tout de suite envoie balader les mecs, et bon, voilà, j'ai pas eu besoin de lui écrire son dialogue, hein, je lui dis, est-ce que tu peux balancer des vannes? Non, aucun problème, elle a briefé tous les mecs sur le passage, et voilà. Et le personnage de Karine, qui plus effacé, qui ne répond pas, c'était ça en fait qui m'intéressait, de voir leur différence de réaction. Parce que finalement, sur le personnage de Adèle, ça glisse, elle s'en fout, quoi. On balance une vanne, elle répond, donc c'est sans douleur, j'allais dire. Je voulais pas insister forcément sur le personnage, enfin sur les hommes dans cette situation-là. Il se trouve que. Et c'est vrai quand même, il y a une réalité qui est que, on dit souvent, et c'est souvent le cas, dans les usines, c'est les femmes qui font le travail avec le balai machin, les hommes ils nettoient mais avec des machines. Vous voyez, c'est la classe un peu au-dessus, quoi. Je ne suis pas allée dans ce degré de détail parce que ça aurait été une étude sociale sur le nettoyage dans les usines, ce qui n'était pas l'objectif du film. Oui. Puis cette brillante 2, il y aurait des choses à dire aussi hein, sur les publics masculins qui ont des sales boulot, ça j'en suis persuadée, et je pense quasiment faire le même film avec un groupe d'hommes, j'aurais peut-être d'autres, enfin même avec les mêmes problématiques, en fait j'aurais pu transposer. Avez-vous encore des interventions, des remarques? Devant. Comment? Bonjour, merci beaucoup pour votre film. Moi je me demandais dans quelle mesure le film avait été écrit avec les personnes concernées, que ce soit pour l'illettrisme ou la question du travail. Alors, dans ma manière d'écrire, non, je n'ai pas écrit avec, parce que je ne voulais pas, en plus moi comme j'ai quand même une expérience indirecte, mais dans le documentaire, donc je sais qu'il y a ce travail d'enquête, je voulais pas, j'avais peur de ça en fait. Je me suis dit, si je commence à partir dans cette histoire, je vais justement être parasité par des choses qu'il faut absolument dire. Non, donc j'écris d'abord un scénario, et ensuite je vais vérifier sur le terrain, alors, à travers pas mal de choses, soit j'ai été voir un petit peu comment ça se passait quand des gens voulaient apprendre à lire. À un moment donné, je me disais, est-ce que je vais jusque-là? Finalement, non. La réalité, il faut bien le dire quand même, c'est que je pense que quand on est dans cette situation-là, c'est quand même pas si facile de trouver justement des réseaux d'aide, et c'est pas si évident que ça, parce qu'en plus, il y a un paradoxe terrible, c'est que beaucoup d'infos est écrite. C'est-à-dire pour trouver l'info, il faut aller sur Internet. Enfin, après, il y a heureusement les travailleurs sociaux, des gens qui font un travail formidable sur le terrain, mais je pense que c'est pas facile. Donc,
Et puis il y a des histoires, par exemple l'histoire de cette femme qui a un accident de voiture. Il se trouve qu'une de mes amies qui est femme de ménage dans des hôtels a eu un accident elle-même de voiture. Donc quand on écrit, c'est un faisceau de choses qui sont proches de soi, d'autres choses qui nous touchent, de gens qu'on rencontre. C'est pas une enquête et ensuite un scénario. C'est d'abord un scénario et ensuite des éléments qu'on affine en fonction de l'expérience qu'on croise, qu'on connaît, qu'on a vécu. Il y a toujours un peu de soi, même si... voilà. Un deuxième, ah oui. Juste par rapport au plan de fin, le regard caméra, je me demandais si c'est quelque chose qui avait été pensé dès le début. À quel moment c'était apparu, cette volonté-là? Alors non, je ne l'ai pas écrit dans le scénario comme ça. Je crois pas, je ne sais plus. Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas relu, le scénario. Parce que le film est assez fidèle au scénario quand même. Mais je le gardais un peu dans ma manche parce que donc le regard caméra, c'est quelque chose qu'on on dit toujours aux comédiens, surtout vous ne regardez pas la caméra, donc ça ils le savent. Donc leur demander de le faire, pour eux c'est toujours un peu étrange. Mais je l'ai proposé à la toute fin du tournage. C'était notre dernière scène avec Céline en plus, c'était assez émouvant ce moment-là, parce qu'on l'a tourné, on a même enregistré la voix de Thomas et on l'a passée pendant la scène, donc elle vivait vraiment la scène avec ce texte. Et voilà, on l'a refait plusieurs fois pour avoir plein de regards différents. Mais non, c'était pas... Disons que mes 2 courts-métrages précédents, parce que j'avais fait 2 courts-métrages, se finissent par un regard caméra aussi. Donc je me suis dit, si je leur dis avant, toute l'équipe va dire oui, ça va leur faire peur. Donc je leur ai pas dit avant, j'ai attendu d'être le jour de la scène pour le proposer. C'est une manière un peu de renvoyer, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais pour moi c'est une manière de renvoyer la question publique, c'est-à-dire de dire d'une certaine manière, et vous, moi je vais continuer, je vous laisse là, mais je vous passe le relais. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et je ne sais plus qui a dit pour le cri libérateur, c'est aussi une décision qu'on a prise avec c'est moi qui l'ai proposé à la comédienne parce que ça m'évoquait aussi la naissance. Voilà, sans vouloir faire de psychologie de bazar, mais c'est vrai qu'un bébé qui naît écrit a l'espèce de... Voilà, et puis à un moment, quand on a dit un truc hyper important, moi je sais qu'à titre personnel, c'est un peu l'anti-jet, dans la vie on ne peut pas toujours le faire, donc au cinéma, j'ai dit vas-y, crie un bon coup. Et elle aussi, je pense que c'était sans doute la chose qu'il fallait faire. Je voudrais juste rebondir très rapidement sur ce que vous avez dit tout à l'heure, la remarque que les femmes nettoient à la main et que les hommes utilisent des machines. Il y a un film tiré du roman de Zola Gervaise qui a été tourné dans les années 50 à Paris. Ça se passe dans un lavoir industriel de la fin du 19e siècle où on voit les femmes qui lavent à la main dans des gros bacs et puis qui repassent à la main avec des petits fers. Et les machines qui fournissent avec des grandes roues, des grandes courroies, des machines à vapeur qui fournissent de l'eau chaude, elles sont toujours utilisées, réparées, entretenues par des hommes. Vous voyez que la division sexuelle du travail, c'est une vieille histoire. À la fin, il est difficile de venir à bout de ça. Oui. C'est une constante. Non, c'est une constante. Il y a très... en plus, c'est ce que je disais, c'est que sur ce type de film, ce qui est bien, c'est un film qui a été fait peu d'argent, peu de moyens. Et donc, par exemple, quand on allait tourner quelque part, on changeait de décor et à chaque fois, on avait besoin du fameux chariot. C'est tout bête, mais sur un tournage, soit vous gardez le même chariot, mais du coup, il faut le promener à chaque fois. Donc, on le promène, donc il faut le monter dans un camion. Mais est-ce qu'on a un camion? Donc, à chaque fois, on s'assurait qu'il y a un chariot sur place. Il y en a partout. Il y en a ici, je pense. Il y a un local technique à peu près partout. Et à chaque fois, il y avait une personne, c'était son chariot, et c'était toujours une femme, et elle nous expliquait, voilà, ça c'est mon chariot, c'est son outil de travail. Mais à aucun moment, j'ai croisé un homme. Alors après, encore une fois, c'est pas une étude sociologique, peut-être que... Je sais qu'il y en a, moi j'habite dans un immeuble où c'est un homme qui fait le ménage, mais c'est un homme aussi d'origine étrangère, donc c'est peut-être encore une autre phrase, c'est ce que dit à un moment, ce que dit le personnage d'Ayé, dit, ils engageront des gens, des sans-papiers, des gens qui ont... Enfin voilà, on peut comme ça cloisonner toutes les classes sociales, du plus petit. Donc ces femmes-là sont dans un espèce d'entre-deux. Elles n'ont pas encore les machines, mais... En tout cas, elles ne manquent pas de charisme.
C'est pour ça qu'elles rayonnent et qu'elles sont brillantes. Oui. Je crois qu'on peut applaudir à nouveau Sylvie. Je vous remercie aussi. Et puis le festival, donc, c'est clôturé par le Pot de l'Amitié, donc n'hésitez pas à vous arrêter un instant pour boire un petit coup et manger aussi quelques friandises. À très vite et essayez d'être présents, s'il vous plaît, lorsque l'on va recevoir dans 2 semaines Philippe Pioré. C'est pas évident d'avoir des réals en dehors des festivals et il passe par Carmo, donc c'est son prochain film, 16 ans, vous avez vu le film annonce. Si vous êtes dispo, essayez de venir, c'est en début de soirée. Et revenez voir le film le 18 janvier. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est des films fragiles, comme on dit, c'est-à-dire que il faut se battre pour qu'ils existent, pour qu'ils durent un tout petit peu, pour que les gens aient le temps de le voir. Donc, distributeur Alba soutient le film. Et voilà, c'est aussi merci de m'avoir invité. À partir du moment où vous faites l'honneur de venir, le film, on sait pas qu'il arrive. On garde longtemps. Merci. Et puis, il faut que je demande à Serge, je rebourre, mais vous êtes en ballottage favorable pour revenir au second rôle. Parler des seconds rôles. Carmo, vous allez avoir l'habitude. À très vite et merci encore. Merci beaucoup.